m'appelle Katia Yacoubi, je suis travailleuse sociale dans les arrondissements les plus pauvres de France, les 2 et 3e arrondissements. C'est pour ça que ça fait vraiment écho pour moi d'être ici dans ce secteur-là, parce que le public que j'accompagne habite ce secteur, dans les 2 et 3e arrondissements de la ville de Marseille. Il faut savoir que ce secteur était le plus pauvre d'Europe à un moment donné. Là, c'est le plus pauvre de France. Donc, vous imaginez dans quel secteur on peut vivre. C'est-à-dire un secteur qui est quand même assez paupérisé, où on a quand même toutes les difficultés de la vie quotidienne qui s'entassent les unes après les autres. Le public que j'accompagne ont des problèmes de logement, de santé, beaucoup de santé, tout type de problèmes de santé, problèmes financiers, parce que c'est dans ce secteur où on trouve aussi la plupart des personnes qui sont bénéficiaires du RSA. Des problèmes de logement, je vous renvoie à la rue d'Aubagne, c'est là où s'est passé ce malheureux drame. Et bien sûr, tout ce qui est transport, on se bat pour avoir, bien sûr, déjà la gratuité des transports qu'on n'a plus à l'époque, quand on avait des personnes bénéficiaires du RSA, il suffisait de cocher une petite case dans le contrat qui nous liait avec la personne pour qu'elle puisse bénéficier de la gratuité des transports. Aujourd'hui, on ne l'a plus, ou très rarement, c'est sur 1 an maximum. Il faut que les personnes puissent avoir un accompagnement à l'emploi obligatoire, et c'est 1 an maximum. En sachant qu'aujourd'hui, quand on parle des transports, on dit oui, il faut qu'il y ait la gratuité. Pourquoi? Mais pour le climat aussi, c'est important. Toutes les voitures qu'on retrouve en ville et qui, avec leur émission de CO2, pourrissent nos poumons. Voilà, donc il y a du bon sens partout pour la gratuité des transports. J'en viens ici parce que ce que j'essaie de vous dire, c'est que il est très difficile pour les personnes que j'accompagne d'avoir, comment dire, une vie normale, parce que tout leur semble inaccessible, soit même dans le milieu de la culture, dans le milieu de, enfin le transport, tout ce que je vous ai dit. Mais en plus de ça, quand vous êtes bénéficiaire du RSA, donc il y a le côté financier qui vous empêche justement d'accéder à des besoins qui sont fondamentaux, notamment l'alimentation, qui est fondamentale pour vivre. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des personnes qu'on n'a même pas en capacité d'accompagner vers même un colis alimentaire, tellement tout est fermé. Donc les associations, moi j'en ai une qu'on a créée, on essaie de faire un peu tampon, mais elles sont vraiment en difficulté. Donc j'en viens là pour vous dire que voilà, je suis CESF, conseillère en économie sociale et familiale. C'est de la même famille des assistantes sociales et des éducateurs spécialisés. Je suis dans un service, le service RSA, donc Revenu de Solidarité Active. Avant le RSA, c'était le RMI, Revenu Minimum d'Insertion. Donc vous voyez déjà, rien que dans l'intitulé, il y a eu un glissement. Je vous raconte ça pour vous dire que les politiques qui ont eu lieu, en passant du RMI au RSA, il y a une logique qui s'est passée entre l'un et l'autre, qui font que nous, maintenant, les travailleurs sociaux et le public que nous accompagnons, nous sommes en difficulté. Les personnes que nous accompagnons, je reviens à tous les freins qu'ils ont, logement, santé, emploi. Nous, on est censé les aider à lever ces freins pour aller vers une insertion professionnelle. C'est ce que nous sommes censés faire. Sauf qu'on a des personnes qui ne peuvent pas, même pas imaginer, aller vers un accompagnement à l'emploi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils sont très, très éloignés de l'emploi. Très éloignés, notamment avec des problèmes de santé. Je reviens à la santé par rapport au début de mon argumentation tout à l'heure. La santé, notamment les personnes qui ont des problèmes de dépression. Je parle dans mon livre de la dépression. Nous, on a le conseil départemental qui est notre hiérarchie, d'accord, c'est nos financeurs. C'est avec eux qu'on signe le plan départemental d'insertion. Derrière, il y a nos missions en tant que travailleurs sociaux dans les accueils RSA, qui nous dit qu'il faut enlever les freins pour les ramener vers de l'emploi. Comment on fait avec ces personnes? L'épanouissement, selon vous et selon moi, est-ce que ça doit se limiter à de l'emploi uniquement? Est-ce que moi, travailleuse sociale, j'ai décidé de faire ce travail pour juste mettre les personnes sur de l'emploi et après les comptabiliser en sorties positives? Parce que c'est ça qui nous demande, des sorties positives.
Donc ils sont dans l'emploi, hop, super, génial. Mais on ne pose pas la question sur leur bien-être social, on ne pose pas la question sur leur bien-être mental, au niveau de la santé. Ça, ce n'est pas dans les plans, les PDI dont je vous parlais, les plans départementaux d'insertion. Ça, ils n'en ont rien à faire. Eux, ce qu'ils veulent, c'est les mettre sur de l'emploi. Soit j'accompagne 150 familles, un référent à temps plein à 150 familles dans les lieux d'accueil RSA, c'est-à-dire les associations d'ordre privé. On a les MDS qui font ce même travail, mais qui, elles, ont un public plus large que les bénéficiaires du RSA. Elles ont aussi des personnes qui sont sans papier, sans revenus, et donc elles tournent à peu près à 200 ou voire un peu plus par file active. Elles sont débordées, donc nous sommes complémentaires avec elles. Heureusement qu'on existe au final, parce que elles accompagnent à peu près 22 000 personnes, nous on est à 17 000. Donc vous voyez, je vous parle du département. Donc j'en viens au sens qu'on donne dans notre travail. Donc si on pouvait avoir tous les moyens nécessaires pour les mettre sur de l'emploi, si on était sûr que quand on orientait une personne vers un accompagnement à l'emploi, elle ressortait avec un emploi. Normal. Sauf que beaucoup font ce chemin-là. Donc on les oriente vers de l'emploi, c'est-à-dire on lève les freins quand elles arrivent chez nous, c'est-à-dire des freins, allez, je vais vous dire, par exemple, de problèmes de mode de garde. Donc c'est soit on attend jusqu'à l'âge de 3 ans pour l'enfant, il est scolarisé, donc on fait des contrats et on accompagne un peu sur le projet, on travaille sur un projet personnalisé et tout pendant tout ce temps, mais surtout sur de l'éducation de l'enfant. Donc là, l'enfant rentre à l'école, donc là, hop, le frein est levé, ces personnes peuvent accéder à un accompagnement à l'emploi. Soit ça peut être, à un moment donné, un problème financier, de gestion du budget. Nous, on a cette mission-là d'accompagner les personnes dans la gestion de leur budget. Donc s'il y a des dettes, on peut mettre en place des aides financières, des échéanciers, et les suivre pour qu'ils puissent, à un moment donné, gérer leur budget. Un budget de 500 €, hein, d'accord ? Un budget de 500 € avec les APL, 272 € par personne. On est à moins de 1 000 €, soit le seuil de pauvreté. C'est ça hein, qu'on appelle gérer le budget. Notamment quand on parle de gestion du budget, c'est mettre en place des ateliers, par exemple, de comment s'alimenter avec un petit budget. Donc s'alimenter correctement avec un petit budget. Donc le système D, on apprend le système D. Et j'ai envie de vous dire, ils n'ont pas besoin de nous, hein, ces personnes, pour apprendre le système D. Ils le vivent eux-mêmes et c'est eux-mêmes qui nous apprennent des astuces plus que le contraire. Bref, ce que j'essaie de vous dire là, c'est que on a des personnes, bien sûr, qui veulent un emploi, mais auxquelles la société ne leur donne pas un emploi. Donc, elles sont aussi des patates chaudes au final, parce qu'elles sont chez nous, après on les envoie vers un accompagnement à l'emploi. Allez, quand elles peuvent accéder à un emploi, ça dure 6 mois, et puis chômage, et hop, elles reviennent. Hop, 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 hop. Mais le sujet de mon livre, parle d'un autre type de public. Ce public pour lequel l'emploi ne se questionne pas, parce qu'il y a la santé avant tout, il y a le social avant tout, et malgré les injonctions du conseil départemental, nous n'avons pas les moyens nécessaires aujourd'hui pour répondre aux besoins fondamentaux de ces personnes. Vous me suivez? Donc en fait, on arrive, donc les fameuses patates chaudes. Pourquoi j'ai appelé ce livre les patates chaudes? Ne croyez pas que c'est du mépris derrière. Parce que généralement, patate chaude, c'est quand elle est trop chaude, hop, on se la passe, on ne la veut pas. Hein, c'est ça, ça peut être péjoratif comme terme. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai appelé mon livre comme ça. C'est venu bien après, parce que je voulais donner un titre normal au départ, travail social, difficulté du travail social, enfin quelque chose vraiment de basique. Mais je me suis souvenue de cette réunion, on était en train de parler d'une situation avec une équipe pluridisciplinaire, notamment des médecins, des psychologues. À un moment donné, on parlait de cette personne qui est passée d'une structure à une autre, d'une structure à une autre. Et à un moment donné, on avait un interlocuteur en face de nous qui nous parlait que d'emploi, alors que nous, ce n'était pas la question. C'était un problème de santé important, un déni aussi de cette personne qui ne voulait être suivie par personne, si ce n'est nous, en tant que, on va dire, accompagnateur social d'un lieu d'accueil RSA, où il y avait
une relation de confiance qui s'est créée, donc il avait plaisir à discuter avec nous, alors qu'on n'est pas des psychologues, hein. On est des travailleurs sociaux, mais on discute beaucoup avec les gens. Et ils aiment bien ces temps-là. Quand cette personne était accompagnée avec nous, ben elle aimait bien ce temps-là d'échange, parce qu'elle était isolée, elle ne sortait pas, elle n'allait même pas aller pour acheter quelque chose dans une alimentation, elle n'y arrivait pas, elle ne pouvait pas. Elle était dans une situation de dépression. Mais elle ne voyait aucun médecin, donc il y a une rupture au niveau des soins. Et même ça, c'était compliqué pour nous de l'orienter vers un accompagnement médical. Même si on a une personne au pôle d'insertion qui est un médecin qui peut rencontrer des personnes bénéficiaires du RSA pour monter un dossier MDPH avec cette personne, par exemple. Mais il faut qu'il y ait un suivi médical derrière. Pour faire reconnaître une pathologie d'ordre mental, il faut au moins qu'il y ait 3 mois de suivi régulier par un psychologue pour qu'il puisse faire un certificat médical qui a du contenu pour faire passer, pour demander l'AAH, l'allocation d'adulte handicapé. Cette personne en était loin. Même de l'accès aux soins qui était son besoin premier, elle en était loin. Pourquoi? Est-ce qu'on est incompétent? Est-ce qu'on ne peut pas le faire? On ne peut pas le faire parce que nous avons 150 personnes à nous occuper. Parce que nous avons beaucoup de rendez-vous et beaucoup d'urgences, notamment les coupures d'énergie à un moment donné, les factures qui arrivent et qui sont endettées. Alors les factures d'énergie aujourd'hui, je ne vous en parle même pas, c'est cher pour tout le monde. Alors imaginez pour les personnes qui sont bénéficiaires du RSA, ce n'est pas le chèque à 100 € tous les 6 mois qui va faire en sorte qu'elles pourront payer leurs factures. Hein. C'est un vrai calvaire. Elles arrivent à avoir des factures de 3 000 €, de 4 000 €, alors que l'aide annuelle maximum est de 800 € maximum. Hein. Ça, c'est pour une aide financière à l'énergie. Ça s'appelle un FSE, un fonds social, un fonds de solidarité lié à l'énergie. Bref, ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand on arrive à une telle difficulté et qu'on n'arrive pas à les accompagner pour leurs besoins vraiment qu'on a relevés dans un diagnostic social, comme le médecin il fait un diagnostic médical, nous on fait un diagnostic social, et bien en face on a des financeurs qui ne connaissent pas le public, et je vais en venir après à notre collectif et notre entrevue avec le conseil départemental, nos financeurs, qui ne connaissent pas le public et qui ne pensent qu'à travers l'emploi. Donc, à cette réunion-là, donc je reviens à la réunion, il y a ma collègue, une de mes collègues qui se lève, je ne peux pas me lever, pas. Bon, vous imaginez, elle se lève, elle dit, donc c'est une patate chaude, hein, c'est ça? C'est une patate chaude, c'est comme ça que vous voyez le travail social. C'est comme ça maintenant. Et elle a claqué la porte. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Donc voilà pourquoi j'ai appelé mon livre Les patates chaudes. C'est comme ça où nous, on se sent complètement démunis en tant que travailleurs sociaux. On se sent complètement démunis parce que nous connaissons les difficultés, nous avons fait le diagnostic, mais nous n'avons pas les moyens pour remédier à cela, à ce que nous avons mis sur la table professionnelle. Donc on se sent démunis. Et ces personnes, combien il y en a, ben on ne sait pas. On ne sait pas combien il y en a. On ne sait pas. Et moi, dans ce livre, je dis clairement qu'il faut une troisième voie entre le RSA et l'AAH. C'est-à-dire que les personnes, quand ils sont à l'AAH, elles n'ont plus d'accompagnement social réel. Elles n'ont plus. Elles ont l'AAH et donc elles se retrouvent souvent avec plus l'obligation de voir un travailleur social pour signer le fameux contrat d'engagement réciproque. Et elles se retrouvent souvent seules. Et pourtant, elles ont besoin d'un accompagnement social. Bien sûr, elles iront, selon leur âge, soit au CCAS ou à la MDS, mais elles sont engorgées jusque-là, les MDS et le CCAS. Donc à partir de là, et nous, on ne peut pas les accompagner parce qu'ils ne sont plus bénéficiaires du RSA. Nous, c'est que les bénéficiaires du RSA. Donc, ces personnes se retrouvent sans accompagnement social à l'AAH et d'autres qui se retrouvent au RSA. Et nous, on est rodés que pour faire de l'accompagnement presque à l'emploi parce que tout le reste, ils nous l'enlèvent en termes d'aide financière. J'avais une petite question. Oui. Et le RSA santé c'est ce que En fait, en effet, quand vous avez le contrat d'engagement réciproque, les personnes, elles arrivent, il y a des petites cases, logement, santé, emploi.
Vous êtes censé faire un RSA santé, ou RSA emploi, ou RSA logement. Ce que j'essaie de vous dire, c'est quand c'est santé, sociale ou logement, les moyens nous manquent. Ils sont en train d'enlever tous les dispositifs d'accompagnement social pour qu'il ne reste que des accompagnements liés à l'emploi, des dispositifs liés à l'emploi. C'est leur façon de voir le travail social. Ils nous coupent toutes les possibilités. Je vais vous prendre un exemple. Les personnes que nous accompagnons, beaucoup sont en difficulté linguistique. Vous connaissez beaucoup d'ateliers aujourd'hui linguistiques qui peuvent être financés par le conseil départemental. Ils les ferment les uns après les autres. On se retrouve avec des listes d'attente, je ne vous raconte pas, et qui ne sont pas justement, qui sont là, qui errent et qui attendent leur tour et qui n'arrivent pas. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous, si on s'est formé en collectif, au-delà de la prime Ségur, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la prime Ségur pour les travailleurs sociaux, bonjour, ou pour le secteur médical, mais il y a une partie des travailleurs sociaux qui n'ont pas le Ségur. Et donc, on les appelle les exclus ou les oubliés du Ségur. Nous, on s'est monté en collectif avec les associations des accueils RSA pour réclamer ce Ségur. Pourquoi? C'est 183 € par mois. Déjà, nous, travailleurs sociaux, si on est des travailleurs sociaux, généralement, ce n'est pas pour l'argent qu'on fait ça. Vous imaginez, hein? Par contre, si on n'arrive même pas à payer notre loyer nous-mêmes ou à s'en sortir nous-mêmes, ou qu'on se retrouve dans des, on va dire, dans des conditions de travail qui sont quand même assez limites parce qu'on n'arrive plus à recruter à cause du Ségur, parce qu'ils nous mettent en concurrence les uns contre les autres, parce qu'il y a des structures qui ont le Ségur et des structures qui n'ont pas le Ségur. Un travailleur social qui sort de l'école, il va chercher là où il y a le Ségur. Vous imaginez bien pourquoi. 183 €, ce n'est pas rien hein, de nos jours. On se retrouve avec mon association en tout cas, on a été longtemps, et on l'est encore, à la recherche de travailleurs sociaux parce qu'on est en sous-effectif, parce qu'on n'arrive pas à recruter. Avant, c'était des personnes, enfin, on avait des CV comme ça, et on avait le choix, et là non. On arrive même à se dire, même s'il n'a pas le diplôme, on le recrute quand même. Vous imaginez? Donc, on s'est formé en collectif. On a eu 2 mobilisations, une en décembre, une récemment, en mars, qui est passée. Et devant le conseil départemental, on a réussi à avoir un rendez-vous avec donc, nos financeurs. Vous savez quoi? Quand on leur a dit l'état de nos associations, qu'on leur a dit l'état de manque de moyens et ce qu'on faisait, ils n'étaient même pas au courant de ce qu'on faisait. Ils nous disaient, mais attendez, vous ne faites pas de l'accompagnement à l'emploi, vous? Mais non, c'est pas ça. Et ils nous ont donné un exemple sur les violences conjugales. Ils ont dit, mais attendez, vous ne pouvez pas vous mettre dans le même lot que les MDS. Les MDS, sur les violences conjugales, quand elles accompagnent des personnes, elles les suivent et elles ne font pas que des contrats, quoi. Ils nous voyaient comme ça. J'ai dit, pardon. Donc nous, on leur a dit, mais quand il y a une violence conjugale, donc déjà on écoute la personne, on oriente vers les structures nécessaires, on fait des démarches liées au logement avec la personne, on l'accompagne aussi vers le commissariat pour déposer une plainte, si est nécessaire, parce qu'il faut déjà amener la personne à la plainte, parce que beaucoup ne le font pas, vous imaginez, hein, elles ont peur et tout ça. Mais on fait tout ce travail-là. Ah bon? Vous le faites? Mais oui, on le fait. Pour eux, nous sommes des accompagnateurs à l'emploi. Et dans la salle, à un moment donné, il y avait un travailleur social qui disait, mais attendez, on n'est pas des accompagnateurs à l'emploi, on est des accompagnateurs au social, au médical, des accompagnateurs sociaux, quoi. On fait de l'accompagnement. Et ils étaient, comment vous dire, on le sent qu'ils n'ont pas la fibre sociale, qui ne pensent qu'à travers l'emploi, on le sent. Et tellement qu'on le sent, on se sent méprisé, on ne se sent pas reconnu dans notre travail. Donc comment voulez-vous que ces gens qui décident de quels moyens ils nous donnent pour faire notre travail puissent mettre en place des dispositifs d'accompagnement social et médical? Non, ils ne le font pas. Donc nous nous battons déjà pour meilleure reconnaissance, mais aussi pour plus de moyens, pour faire correctement notre travail. Parce que qui c'est qui empathie? Nous, bien sûr, on peut être dans des situations de burn-out. Il y en a. On se sent vraiment démunis de nos moyens. Mais c'est surtout les personnes qu'on accompagne. Si on n'arrive pas à répondre aux besoins fondamentaux, à quoi sert l'accompagnement social et médical? À quoi sert?
Imaginons maintenant, on a des personnes qui sont en situation de maladie, dépression. Qu'est-ce qu'on fait? On oriente vers le CMP. Le CMP de la Belle de Mai. Vous savez combien il y a de patients là-bas? 1000. C'est vrai. Voilà, 1300 personnes. Pour combien de médecins, à votre avis? 1,5. Voilà. Voilà dans quelle situation on est. Donc, oui, il faut une troisième voie. Il faut aussi revaloriser le RSA. On ne vit pas avec le RSA, on survit. On fait du système D continuellement. On est surendetté de nos factures de la vie quotidienne. Factures de la vie quotidienne. Eau, alimentation, la base. Vraiment la base. Et en plus, ils souffrent de stigmatisation. Ah là, stigmatisation des bénéficiaires du RSA. Ces personnes qui ne veulent pas travailler. Ces personnes qui profitent du système. Et j'en passe, tout ce que vous pouvez entendre dans les médias. Donc bien sûr, les bénéficiaires du RSA ne vont pas aller réclamer plus, parce qu'ils ont déjà honte d'être bénéficiaires du RSA. Alors que c'est un droit. Moi je leur dis, c'est un droit. C'est nous qui, derrière, ne répondons pas à l'obligation d'emploi, déjà, et d'insertion sociale. Insertion sociale et professionnelle. On ne répond pas parce que, derrière, c'est quoi? C'est des rendez-vous avec un accompagnateur à l'emploi ou des accompagnateurs sociaux où on fait des contrats d'engagement réciproque à la chaîne. C'est ça qu'on nous demande de faire. Demain, ça sera quoi? Avec la dématérialisation. Je parle de la dématérialisation dans le livre. Déjà, vous imaginez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a des personnes qui ont déjà du mal avec la langue française. Donc, avec la dématérialisation, ça va devenir quoi? Ça veut dire qu'ils vont avoir quelqu'un derrière... un ordinateur, et ils vont cocher des cases avec leurs doigts. Ben voilà, je suis emploi, si, ça. C'est comme ça qu'on voit le travail social. Donc nous, dans le collectif, on va plus loin que la prime Ségur et les moyens. On va travailler ensemble aux assises du travail social pour septembre. Et je vous invite, vous, on va communiquer dessus. On va essayer de communiquer un maximum quand ça arrivera, pour mettre du sens dans le travail social. Parce que le conseil départemental, sa première mission, c'est l'action sociale. C'est sa première mission. Ils ont pas des millions, mais des milliards. Des milliards. Ils ont 1,5 milliard, à peu près. On va dire de budget. Qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils en font? Ils cassent les dispositifs d'accompagnement social pour que nous, ils nous mettent que sur de l'emploi. Alors ils changent de nom. Un coup, ça s'appelle le DAIE, dispositif d'accompagnement à l'insertion à l'emploi. Là, maintenant, ça s'appelle le DAP. C'est pareil, c'est la même chose. Et quand ils sont venus nous présenter cette nouvelle action, il n'y a pas longtemps, alors là, on leur a demandé c'est quoi la différence avec le DAIE. Ah non, rien, c'est que l'intitulé. Est-ce qu'il y a plus d'emplois? Parce que ce n'est pas des feignants, les bénéficiaires du RSA, pour ceux qui peuvent travailler, mais il y a ceux qui ne peuvent pas travailler. Et c'est de cela dont je parle dans mon livre. Ceux qui ne peuvent pas travailler, on en fait quoi aujourd'hui? Je ne veux plus qu'ils soient des patates chaudes. Je ne veux plus de ça. Je veux qu'ils aient vraiment un accompagnement de qualité. Pour cela, dans le livre, je dis qu'il ne faut pas qu'on tourne à 150, nous. Déjà, 150 personnes, vous voulez savoir ce que c'est? Beaucoup de temps administratif. Eh oui, beaucoup de temps administratif, parce qu'à chaque fois, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes à remplir. Le fameux diagnostic social dont je vous parlais, et encore, les demandes d'aide financière, et patati, et patata, et on écrit, et des mails, et des téléphones, tout ça c'est le temps administratif. Après, beaucoup de temps de réunion. Alors les réunions interservices, les réunions psy-précarité, les réunions au logement, les réunions... Ah, c'est super intéressant, mais ça, il faut les remplir quand même dans l'emploi du temps. Après, il y a le temps, bien sûr, de rencontre avec les personnes. Généralement, ça met entre 30, 40, voire 1 heure les rendez-vous. Des fois, ça peut mettre un quart d'heure, voilà, mais souvent, c'est ça. Et puis, il y a le temps des urgences, les coupures CAF ces derniers temps. Hop, ça y va, crescendo, les coupures CAF. Et donc, les urgences arrivent et il faut les traiter. Madame, voilà, j'ai plus mon RSA et ça pleure. Parce que comment je vais faire pour payer? Voilà, les dettes s'accumulent, etc., etc. Et 150 personnes. Voilà, imaginez. Quand je dis 150 personnes, c'est leur famille avec. C'est des foyers, en fait. Je ne devrais pas dire 150 personnes, je devrais dire 150 foyers. Et les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, on fait des visites à domicile. Quand il y a un logement à aller regarder parce qu'il est insalubre et qu'on doit faire un dossier d'allô,
droit au logement opposable, il faut bien y aller pour constater l'insalubrité. Donc il faut le prendre aussi de ce temps-là, administratif, il faut le prendre. Donc on ne peut pas faire d'un véritable accompagnement. Donc dans le livre, qu'est-ce que je dis? Je dis que l'accompagnement idéal, c'est déjà de nous faire baisser notre file active et de faire en sorte qu'on puisse être vraiment présent sur l'extérieur et mobiliser un maximum de compétences hors travailleur social, c'est-à-dire un réseau dans la médecine, dans la psychanalyse, mais aussi dans la culture, d'accord? Tout ça autour de la personne. Et là, on pourrait vraiment imaginer ce que peut être un accompagnement social de qualité. Et donc aller, avoir le temps de prendre un café avec la personne et pouvoir, nous, la structure, pouvoir lui payer ce café. C'est beaucoup, hein. Un café, c'est beaucoup. Pour beaucoup, c'est rien, mais pour eux, c'est énorme d'aller prendre un café dans une terrasse et discuter, parce que le lien est rompu. Ce lien social-là est déjà rompu. Et donc, c'est à nous de le recréer. Nous sommes des acteurs de lien social. Donc, en fait, notre mission première, c'est quoi? C'est de recréer le lien et éviter une exclusion. Une exclusion de la société. Comment on arrive à l'exclusion? Quand on a des précarités qui s'accumulent, précarités liées au logement, à l'emploi, au transport, hop, tout se cumule les uns avec les autres, et hop, on arrive à quoi? On arrive à une exclusion de la société. Et après, c'est difficile pour ces personnes-là de revenir vraiment dans la société, Nous sommes des acteurs de liens sociaux, et nous essayons que ce lien reste intact. Voilà ce que je peux vous dire, sinon personne